Alors, bonjour et bonsoir, ou plutôt bonsoir à tous. Je vais commencer l'appel des conseillers municipaux. Boris Ravignon est là, Armel Lequelameni, Alain Barthélémy, Présent. Salah Chaouchi, Présent. Nathalie Ropsis est excusée, Arnaud Vietlet devrait arriver. D'accord, Véronique Corme, Présente. elle est là, Quentin Clarin, Françoise Bourigovi, Yacine Sen est excusé, a fait pouvoir à Alain Barthélémy, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et Frédéric Jolion, il est là. Marie Dizan est présente, voilà, merci. Yves Huard, il est présent. Patrick Fossier est excusé, a fait pouvoir à Quentin Clarin. Fatia Banou, David Cornet, Sandrine Millet, Sandrine Abris. Elle a pris sa voiture. Bon. Bon, on va... oh. Oui. Oh, ok. Dimitri Petitqueux. Non mais, elle a beaucoup d'humour, Sandrine. C'est vraiment une de ses grandes qualités. C'est vrai. Virginie Aitmadi. Aziz Mebarki. Il n'est pas encore arrivé. Guillaume Maréchal. Anaïs Lepage. Simone Lejeune. Oui. Et Hervé Beckrich est excusé, a fait pouvoir à Anaïs Lepage. Michael Duflox, il est là. Catherine Dejambe aussi. Éric Moine, pas excusé. Carole Galtier, et voilà. Marie-Christine Sutter est là, pardon. Darkaoui Elaoui est présent. Odile Glacet, ah là voilà. In extremis, Céline Rouennette est présente. Antonio Meca est excusé. Cyrielle Guillemin, je sais pas, j'ai pas eu d'informations, devrait peut-être nous rejoindre. Bekir Sarikaya, pas de nouvelles. Nassima Itouchen est présente. Edith Zarni. Annick Sergent est excusée, a fait pouvoir à Aziz qui fait son entrée. Voilà. Jean-Claude Réveil est là. Sylvain Dallarosa est présent. Anne Papier est excusée, a fait pouvoir à Sylvain Dallarosa, et Christophe Dumont est excusé. Alors, Sandrine arrive? Ah, super, parfait. Donc, est-ce que je peux demander, par exemple, à Marie Dizan et à Sylvain Dallarosa de bien vouloir assurer le secrétariat de séance? Je les en remercie l'un et l'autre. On va prendre notre ordre du jour. Vous l'avez vu, nous avons 23 points à l'ordre du jour de notre conseil municipal. S'il vous plaît. 23 points à l'ordre du jour et puis une motion que nous allons examiner à l'issue. C'est pour ceux qui suivent nos débats au conseil communautaire, c'est celle qui concerne la création d'un diplôme de technicien supérieur en manip radio. Et je crois que c'est Guillaume qui nous en dira un petit mot puisqu'il est notre vice-président en charge du développement de l'enseignement supérieur à l'agglomération. Voilà. Est-ce qu'on pourrait essayer... Voilà, parce qu'il y a un brouhaha qui est un tout petit peu perturbant. Oui, tout à fait. Bon, alors, premier rapport, les délégations données au maire. Je vous rends compte de délégations dans différents domaines. Les marchés publics, le théâtre, le service des musées, des archives municipales. Est-ce que cela appelle des questions et des remarques de votre part? Non? Bien, je propose que nous en prenions acte. Vous savez, il n'y a pas de vote sur ce rapport. Je vous rends compte de l'exercice des délégations. Le rapport suivant, c'est l'approbation du procès-verbal de notre, non pas dernière séance, celle du 13 décembre, fin d'année dernière. Est-ce qu'il y a des questions sur cette PV de conseil municipal? Non. Là, cette fois-ci, on le met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, les deux rapports suivants fonctionnent en partie ensemble, puisqu'il s'agit de créer, en fait,
Merci. Il s'agit de créer en fait un mandat spécial qui va permettre de confier à un de nos conseillers municipaux, un membre du conseil municipal, l'accomplissement d'une mission alors qui intéresse la collectivité, qui est effectivement d'intérêt communal, sinon on n'en serait clairement pas là, mais qui n'est pas directement rattachable à l'exercice du mandat, comme par exemple le fait d'aller siéger dans un conseil d'administration où il représente directement la mairie. C'est un souhait de clarification qui est souhaité pour que tous les autres cas, où par exemple on délègue l'un de nos collègues à la remise d'un prix sur les villes fleuries, la récupération du pavillon bleu, si d'aventure nous le reconquérons un jour. Telle ou telle opération, ce n'est pas directement rattachable à l'exercice du mandat, on n'est pas représentant en tant que tel dans ces différentes instances. Néanmoins, c'est extrêmement important qu'on y soit représenté et qu'on puisse donc couvrir juridiquement les dépenses du membre du conseil municipal qui est envoyé pour l'exercice de ce mandat spécial. C'est ce qui est prévu ici. Donc on prend une délibération pour, de principe, prévoir cette catégorie, mandat spécial, et prévoir le remboursement des frais. Et puis vous le verrez dans le rapport suivant, on modifie la liste des sujets qui peuvent être délégués au maire de manière à ce que ce soit non pas le conseil municipal qui soit à chaque fois obligé de délibérer sur une ribambelle de mandats spéciaux, mais le maire qui puisse désigner les mandats spéciaux et en rendre compte, bien sûr, comme on le fait dans le rapport numéro 1 en début de conseil municipal. Voilà. La mécanique est un tout petit peu complexe, mais chacun comprendra que l'objectif, c'est qu'à la fois on encadre ce type de dépenses et qu'en même temps, on donne de la souplesse pour ne pas avoir à attendre, par exemple, une délibération de conseil municipal pour envoyer l'un d'entre nous représenter ou participer à une assemblée générale ou à une manifestation quelconque. Ça semblerait un peu lourd. Donc ça, c'est la création du mandat spécial, c'est le rapport 3. Et puis je les mettrai au vote ensuite. Mais le rapport 4, il y a la possibilité de déléguer au maire cette possibilité d'identifier un mandat spécial au profit d'un des membres du Conseil. Et puis, il y a une autre correction qui est apportée sur la délégation concernant la sollicitation des organismes financeurs. La rédaction qui est antérieure n'était pas tout à fait complète et donc nous amenait à devoir, là encore, délibérer sur le fait qu'on allait solliciter des cofinancements. Bon. Je crois que chacun sait bien que ça doit être une priorité quand on construit un projet que de multiplier effectivement toutes les demandes de financement et d'aller chercher tous les euros qui peuvent l'être pour financer nos investissements notamment. Donc on modifie et on clarifie ce point-là dans le rapport numéro 4. Alors, sur ce sujet, est-ce que vous avez des questions? Non, je propose qu'on mette à ce moment-là aux voix ce rapport numéro 3, qui est contre. Qui s'abstient, je vous remercie. Et le 4 également, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On entame une petite série de rapports touchant à notre patrimoine et à l'aménagement de la ville. Et donc, je vais céder la parole à Alain Barthélémy. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport numéro 5 concerne l'acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle qui se situe sur le territoire de la commune, naturellement, dans le quartier de Manchester, une parcelle de 1583 mètres carrés qui appartient aujourd'hui à Habitat 08, qui se situe avenue des Martyrs de la Résistance. Et ce terrain a pour objectif de pouvoir réaliser une aire de jeu qui avait été validée dans le cadre du conseil d'habitants du secteur 1 en 2021. Le terrain retenu pour cette installation se composera en deux parties. Un terrain de jeu pour enfants d'une valeur de 31 098 €, intégralement pris en charge par le budget participatif, et il sera complété d'une aire de fitness d'un montant de 54 871 €, dont 21 000 € seront financés par Basic Fit, ce qui représentera un terrain de jeu somme toute bien dimensionné. Voilà, ce terrain nous est remis par Habitat 08 à l'euro symbolique et c'est la ville qui supportera les frais. Voilà, monsieur le maire, pour le rapport numéro 5.
Merci. Alors d'abord dire que on bénéficie là d'une forme de mécénat, de Basic Fit qui certes fait connaître son nom et ses activités. Alors il y a d'autres salles de sport et on connaît tous à Charleville-Mézières qui fonctionnent très très bien, mais là je crois qu'on peut saluer l'opération qu'il réalise et qui va nous permettre d'équiper un site. On a vocation et intérêt et envie d'en équiper d'autres. Il ne s'agit pas, je le dis parce que je crois que nos quartiers se surveillent toujours avec une très grande acuité. On regarde combien de jeux, combien d'installations, combien de bancs, de tables de pique-nique, etc. Bon, donc certes, et là on commence par Manchester, mais l'idée c'est bien sûr que tous les quartiers de la ville puissent bénéficier de ce type d'opération. Je me souviens il y a quelques années quand on avait bénéficié du mécénat de la MGEN pour les Fit Days, l'organisation de compétitions de jeunes. On avait commencé par le quartier de la Ronde-Couture, et puis si l'opération s'était poursuivie, eh bien, on serait allé dans d'autres quartiers. Donc voilà, à chacun son tour, pour résumer. Et c'est aussi la concrétisation d'un sujet. Je regarde Virginie qui a fait couler beaucoup de salive en Assemblée des habitants, parce que le nombre de fois que cette question des jeux de la rue Léon Deuse ont été évoqués, voilà, si on avait tout ça en euros sur notre compte, on serait content. Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, les jeux, voilà, justement, on continue, un autre endroit. C'est le rapport numéro 6, tout à fait, toujours dans le cadre du Conseil des habitants, mais cette fois du secteur 3. Le terrain aujourd'hui communal n'est pas suffisant, ou s'avère insuffisant, et Habitat 08 a accepté de nous céder 35 mètres carrés à l'euro symbolique, les frais de notaire étant naturellement à notre charge, ce qui permettra, avec cette acquisition, de densifier l'aire de jeu qui se situe aujourd'hui rue Picasso, dans le secteur de Mézières. Voilà, monsieur le maire. Tout à fait. On s'est tous demandé pourquoi l'aire de jeu à cet endroit aussi petite. Chaque fois qu'on passe devant, je crois que... En plus, elle était dans des grilles, dans des grillages, donc ça faisait vraiment un peu le parc à singes, hein, quoi, un tout petit truc. Et donc, franchement, c'est une très bonne chose qu'on puisse l'agrandir. Hein. Je pense que personne ne s'en plaindra. On le met aux voix, ce rapport, ou s'il y a des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, ça concerne notre relation avec le Centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle. Vous savez que c'est une institution extrêmement importante qui se trouve à Charleville-Mézières, qui est logée par la ville de Charleville-Mézières, dans des locaux qui lui appartiennent. Et donc là, on va les aider à s'agrandir. Oui, on va les aider à s'agrandir par le biais d'un bail amphithéotique. Pour rappel, le Centre audiophonologique et de l'éducation sensorielle, c'est un établissement qui met en place... Au niveau du département des Ardennes, un accompagnement adapté et spécifique à destination des enfants ayant un handicap sensoriel. Donc, il souhaite développer ces actions qui visent à favoriser l'insertion, notamment des personnes en situation de surdité. Pour permettre ce développement, le KS a sollicité la ville pour pouvoir occuper les locaux restant libres au premier étage de l'immeuble où il se situe déjà 15 avenue Jean Jaurès, dans le prolongement des locaux dont ils sont déjà propriétaires. Le volume 3 constitue une partie des locaux qui étaient occupés par le CIO avant son transfert par le département rue d'Aubilly. Il est composé de 5 salles et d'un couloir d'une superficie globale de 80 mètres carrés. Après discussion, la ville ne souhaite pas vendre ce bien et on a retenu la solution de mettre en œuvre un bail amphithéotique de longue durée de 90 ans, avec une redevance à l'euro symbolique. Et l'objet, c'est le projet de développement d'actions visant à favoriser l'insertion des personnes en situation de surdité. Avec une petite précision, le KS a également besoin de locaux pour améliorer l'accueil des enfants en lien avec le site de Courbriand,
mais les modalités ne sont pas encore définies. Ce besoin pourra faire l'objet d'une convention de mise à disposition des anciens logements désaffectés du 2e étage du même immeuble, qui ne font pas partie de la division en volume existant. Voilà, il convient donc au conseil municipal ce soir d'approuver la signature d'un bail amphithéotique et de préciser que le bail amphithéotique à intervenir sera redirigé par un notaire et publié au service des publicités foncières, et de prendre acte qu'une convention interviendra ultérieurement entre la ville et le centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle pour les locaux du 2e étage, dont les modalités ne sont pas encore définies à ce jour. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport numéro 7. Merci Alain. Voilà une situation, une décision, je crois, qui est effectivement tout à fait justifiée au regard de ce qu'est l'objet du CAES, du Centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle. Et puis, surtout, une situation qui nous amène à relativiser parfois un petit peu les informations qu'on nous donne. Oui, je donnais la parole, Sandrina, bien sûr, mais sur le fait que tel bâtiment, il est complet, monsieur le maire, on ne peut plus y mettre rien du tout. Bon. Là, dans un bâtiment qui était complet, dans lequel on ne peut plus rien mettre du tout, on a donc une extension du CAES, on a eu le temps de construire un nouveau self pour les enfants de l'école Kennedy Jaurès, sur les lieux où on avait hébergé pendant toute une année, si ce n'est pas une année et demie, l'école nationale supérieure des arts de la marionnette. On va y accueillir le mercredi après-midi désormais les ALSH du mercredi en partie, puisqu'il y a un autre site qui sera aux Ébions, et pour avoir visité les locaux, il y a encore de la place. Donc, je vous invite tous, mes chers collègues, quand les services de la ville vous disent « Ouh là là, non, là, monsieur l'adjoint, monsieur le conseiller, on ne peut plus rien mettre, là, c'est plein comme un œuf. » Allez voir et faire un tour vous-même des locaux concernés. Vous serez toujours assez étonné, et ça vaut pour l'hôtel de ville, ça vaut pour le CCAS, ça vaut pour tous les locaux de la ville. Donc avant qu'on soit dans une crise du logement, il va se passer un bon moment. Hein. Sandrina. Catherine pour le département. Ah bon, ben alors, c'est parce qu'on n'était pas encore arrivé au vote, mais je vois effectivement, le maire rappelle que les élus membres de l'organisme concerné ne peuvent pas prendre part au vote dès lors qu'ils sont membres. Donc Madame Brice a indiqué être membre du bureau, et puis effectivement Catherine, voilà. Donc, non, Sandrina, on va considérer que tu es sortie, je ne vais pas t'obliger. Bon, si tu veux, tu sors pour deux alors. Sandrina te fait pouvoir. Bien, donc avec Sandrina, qui n'est plus là, qu'on ne voit plus, qui est favorable à ce bail, qui est défavorable, pardon, pas excusez-moi, qui est défavorable, qui s'abstient. Merci. Alors, on revient, c'est jamais interdit de s'y reprendre en plusieurs fois pour faire les choses bien. Je crois que ça vaut pour cette concession de chaleur urbaine. Alain Barthélémy, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'approuver ce soir 2 avenants à la convention de délégation de services publics qui existe entre la ville et Dalkia. Pour faire un tout petit résumé, non pas d'histoire, mais un résumé de ce qui se passe aujourd'hui, on l'a déjà évoqué plusieurs fois au conseil municipal, on a agrandi le réseau de chaleur qui existait sur 14 km, autrement dit, il va se développer au nord de la ville. Et dans les négociations que nous avons eues avec Dalkia, nous avons souhaité, et le maire y tenait, je le souligne, que ce réseau, soit 100% ENR, et surtout que les particuliers, les habitants de Charleville, n'aient pas que les désagréments, mais que ceux qui sont installés sur le parcours puissent aussi se raccorder, qu'il n'y ait pas que les institutionnels ou les bailleurs. Et pour qu'il y ait équité dans le traitement, puisque au final, il n'y aura plus qu'un réseau de chaleur, il paraissait normal, puisqu'aujourd'hui, sur le futur, les particuliers pourront se raccorder. Pour qu'il y ait équité, il paraissait normal qu'on adopte 2 avenants qui permettront aux particuliers qui sont aujourd'hui
sur le parcours des réseaux de chaleur existants, notamment la Citadelle et celui de la Ronde Couture, de pouvoir se raccorder. Et Dalkia est prêt aujourd'hui à densifier ces deux réseaux existants. Alors, dans le rapport, il y a des normes techniques, naturellement. D'abord, il faut être sur le parcours du réseau. Ensuite, il y a des puissances. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, vous avez le rapport sous les yeux. Le point qui me paraît surtout très, très important, puisque on a réussi dans sa globalité à faire en sorte que les particuliers, ce qui n'était pas gagné au départ, puissent bénéficier de subventions s'ils décident de se raccorder. Comment ? Poser une question. Oui, le but, c'était aussi que les particuliers qui souhaiteront se raccorder puissent bénéficier d'une subvention. Ce sera donc le cas. Par contre, les demandes de raccordement devront être exprimées avant le 30 juin 2024. Vous voyez sur le rapport que le différentiel entre un raccordement avec subvention et un raccordement sans subvention, le delta est quand même très important. Alors ensuite, je voudrais préciser qu'il y a quand même, et rappeler les avantages pour les abonnés. Tout d'abord, une TVA à 5,5 au lieu de 20%, un coût de l'énergie moins cher que le gaz, de l'ordre de 10 à 15% aujourd'hui, mais surtout, il n'y a pas de yo-yo dans les prix. Une surface optimisée par rapport à une chaudière gaz au sol, plus de frais de maintenance ou de remplacement de chaudière, puisque c'est un échangeur qui rentre dans le périmètre de la délégation de services publics. Et le dépannage se fait au niveau de la production à la charge de la DSP. Quelques inconvénients, je les rappelle aussi, on ne peut pas mettre en avant que les avantages. Un engagement sur une durée assez longue, un investissement plus cher qu'une chaudière individuelle, mais sur le long terme, vous verrez qu'on s'y retrouve facilement. Voilà, donc il y a deux rapports qui sont identiques, mais qui doivent être votés séparément, naturellement. Le rapport 8, lui, concerne l'approbation de l'avenant numéro 3 à la convention de délégation de services publics du réseau de chaleur de la Citadelle. Voilà, monsieur le maire, pour le rapport numéro 8. Et le rapport numéro 9, qui est exactement identique, sauf qu'il concerne, lui, le réseau de chaleur de la Ronde Couture. Merci Alain et merci d'avoir suivi avec les services ces discussions avec Dalkia. Effectivement, ici, ce dont il s'agit, c'est de faire bénéficier les particuliers. Alors, les particuliers, on voit, ça peut être un pavillon, ça peut être effectivement une petite copropriété, ça peut être un immeuble, mais d'habitation privée qui n'était pas au départ prévu dans le plan de déploiement de cette chaleur urbaine, puisqu'on met en place un système qu'on croit vraiment avantageux, 100% renouvelable, et bien autant qu'on ait un système permettant à tous ceux qui sont sur le tracé de ce réseau de chaleur de faire valoir leur intérêt pour un raccordement. Et vous l'avez vu, il y a un intérêt assez sérieux à se décider avant le 30 juin 2024. Parce que les subventions sont effectivement beaucoup plus importantes et c'est assez logique aussi, puisque ça permettra de phaser les travaux de raccordement à peu près dans la période où on aura des travaux dans la ville. Je laisse tout petit peu imaginez que serait la réaction de nos concitoyens si, après avoir vécu pendant déjà quelques mois des déviations, adaptation du réseau auxquels on s'adapte, mais qui sont tout de même toujours un petit peu une contrainte, on leur dit « Ah bah non, on referme là cette fois-ci pour desservir la maison de Monsieur Tartampion ou de Madame Machin Chose. » Donc on va essayer de grouper le plus possible les travaux, et donc ça implique de se décider. C'est pour ça qu'à l'issue de notre conseil municipal, si nous validons ces avenants, il va falloir qu'on communique massivement pour faire savoir à nos concitoyens que cette possibilité existe. Sinon, on aurait travaillé pour rien et ils ne bénéficieraient pas de ce qui, je crois, est un vrai progrès à la fois énergétique, mais aussi écologique. Est-ce qu'il y a des questions ?
Non. Eh bien, à ce moment-là, je vais proposer qu'on mette aux voix le rapport 8, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport 9, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et on peut souligner aussi le professionnalisme de Dalkia dans toute cette affaire, puisque sur ce sujet, comme sur le choix du lieu d'implantation de la centrale biomasse, je dois dire qu'on se comprend bien avec cet organisme, et tant mieux, parce que ils seront demain les fournisseurs de chaleur à, on le pense, une très grande partie des habitants de notre ville, directement ou indirectement via les bailleurs sociaux. Le rapport numéro 10, le PSMV, est de retour. Alors, le rapport, oui, effectivement, le rapport numéro 10 concerne le plan de sauvegarde et de mise en valeur, et particulièrement le renouvellement de la commission locale avec la désignation des membres élus titulaires et suppléants. Je rappelle, mais bon, on en a tellement parlé ici au conseil municipal, que ce plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par notre conseil municipal en février 2021 et validé par arrêté préfectoral de monsieur le préfet le 25 mars 2021. La procédure de modification du PSMV sera menée conjointement par les services de l'État et de la ville et soumise à l'avis de la commission. Si aujourd'hui aucune procédure d'élaboration ou de révision du document de gestion n'est en cours, la commission locale doit être renouvelée. Elle a été créée dans un premier temps en janvier 2017, modifiée en 2017, puis en 2020. Les membres de la ville ont été désignés par le Conseil le 10 juillet 2020, puis le 23 septembre 2021. La commission locale doit comprendre dorénavant des membres de droit qui sont représentés par le président de la commission, donc monsieur le maire, monsieur le préfet, la direction régionale des affaires culturelles, l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, un maximum de 15 membres nommés, dont un tiers de représentants qui sont désignés par le conseil municipal. Et il est proposé de réduire le nombre de représentants par catégorie, passant de 6 à 3, afin de respecter le nombre maximal de membres et de renouveler la commission suivant la liste que l'on vous propose. Donc, pour les représentants de la commune, Alain Barthélémy, Sylvain Della Rosa, Nathalie Ropsic. Pour les suppléants, Cyrielle Guillemin, Sandrine Millet, Yacine Sen. Les membres de droit, monsieur le maire, monsieur le préfet, la DRAC et l'ABF, et les personnes qualifiées, monsieur Collinet, qui est historien, monsieur Bernard, chercheur au service régional de l'inventaire du patrimoine, et monsieur Davy, qui est directeur des archives départementales. Donc, et le représentant d'association, monsieur Jacquet, représentant départemental de la Fondation du patrimoine, monsieur Varin pour l'association Vieille Maison Française, et madame Binetto pour l'association de médiation de l'architecture en territoire ardennais. Donc, considérant tous ces éléments, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'indemnisation de ses représentants, à savoir Alain Barthélémy, Sylvain Della Rosa, Nathalie Ropsic comme titulaire et comme suppléant Cyrielle Guillemin, Sandrine Millet, Yacine Sen, et de proposer pour avis à monsieur le préfet la désignation des personnes qualifiées et des représentants des associations que j'ai listées. Merci Alain. Bon, site patrimonial remarquable, vous savez que c'est une grande conquête de notre ville, alors en plus avec une belle continuité républicaine, puisque ça a été commencé il y a 20 ans par nos prédécesseurs et terminé, achevé par nous en 2021, et que ça permet aux propriétaires qui se trouvent dans ce périmètre de bénéficier du dispositif Malraux, donc de déduction de leurs impôts, des travaux qu'ils réalisent dans ce bâti protégé de qualité. Donc c'est un dispositif extrêmement important et on a besoin d'une commission locale qui soit à jour et qui puisse examiner des modifications marginales. Alors, il y en a notamment une très, très prochainement que nous allons devoir examiner, faire examiner justement par cette commission. C'est celle qui concerne le site de ville. On va, sur ce site-là,
on aura besoin de pouvoir réunir la commission pour examiner la typologie des activités susceptibles d'être accueillies sur ce site de ville pour permettre, vous l'avez compris, que le projet Hermès puisse effectivement bien se dérouler sur ce site-là. Il n'y a naturellement aucune concession faite ou qu'un compromis avec la préservation du bâti. C'est juste qu'on a aujourd'hui une réglementation qui ne prévoit pas d'activité de nature industrielle sur ce site. Or, même si le groupe Hermès appelle à son site une manufacture, ça resterait, sur le plan administratif et technique, un site industriel. Alors, les titulaires et les suppléants ont-ils été consultés? C'est pas un piège, Sylvain. Ok. Non, très je bien. précise simplement qu'en intercommission, M. Dumont avait souhaité que ça se délibère au conseil municipal ce soir. Et je vois que c'est le nom de Sylvain qui est dans les titulaires. Reste à valider. Je pense que vous avez fait ça au bras de fer et c'est toi qui l'as gagné, qui a remporté. Bah voilà. Ok. Bah non, je ne crois pas. Bon, très bien. De toute façon, en son absence, voilà. On a tous droit à prendre des vacances, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, on peut discuter de la longueur des vacances qu'on prend, mais ça, c'est un autre sujet. On y va? On met ce rapport aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, justement, on parle de vacances, on aimerait s'évader, et on va pouvoir s'évader à l'avenir en restant dans notre ville, avec notamment le développement de notre patrimoine arboré. Salah. Merci, monsieur le maire. Nous avons la chance à Charleville-Mézières de compter environ 15 000 arbres, dont environ 400 arbres qui sont des arbres remarquables, qui sont soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé. Et nous avons, il y a un an, voté la belle commission de l'arbre, composée des membres des assemblées des habitants, que je remercie, les membres de la commission de la transition écologique. Nous avons l'ONF, nous avons monsieur Fontenelle, qui est un habitant fort engagé, que je salue et qui nous écoute ce soir. Et puis le service biodiversité pour co-construire ce bel outil qui est une fierté pour la ville de Charleville-Mézières, puisque nous mettons en place cette belle charte de l'arbre. Elle va nous engager, cette belle charte de l'arbre, pour protéger nos arbres. Si nous reprenons un peu cette belle chanson de Maxime Le Forestier, comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, cette charte de l'arbre va nous permettre, elle, de faire en sorte qu'à Charleville-Mézières, ce ne soit plus du béton, mais vraiment de la biodiversité, et de permettre d'avoir les fosses d'arbres adéquates, de façon à respecter l'arbre qui, depuis quelques années, est taillé en port libre, non plus en tête de chat, et vous avez vu que nos arbres sont magnifiques et il nous faut encore quelques années pour les rendre encore plus protecteurs, notamment contre le dérèglement climatique. Pour ce faire, cette belle charte de l'arbre va comporter 5 points. Dans un premier temps, il y a un travail d'inventaire, puisque les services sont en train de travailler. Je sais que M. Della Rosa a des dossiers, notamment sur un premier inventaire des arbres remarquables. Donc je me rappellerai à son bon service pour bénéficier de ses archives. Et on travaille notamment sur ce travail très fin de pouvoir inventarier ces beaux arbres et à terme de pouvoir faire des parcours pour justement les faire découvrir. Il y a les protéger, les actions que j'ai fait avec mon collègue Alain, notamment sur la diminution du sel, et a fait aussi en sorte que les fosses d'arbres et nos arbres soient protégés. Et on continue aussi à protéger dans les nouvelles implantations des fosses d'arbres qui soient adéquates et qui vont respecter leur implantation, et notamment éviter que les voitures roulent, comme c'est bien souvent le cas, sur les racines et les endommagent. Nous allons les entretenir
Et là, ce que je disais tout à l'heure, une nouvelle façon de tailler, on n'élague plus, on taille nos arbres de manière très douce et on fait en sorte que ces arbres, dans quelques années, ce patrimoine que nous avons hérité, puisse, dans le futur, protéger notamment contre le dérèglement climatique et nous faire des axes de fraîcheur. Développer et renouveler ce patrimoine. Évidemment, lorsqu'on est obligé de couper un arbre, on va replanter cet arbre-là, même si on sait que d'un point de vue carbone, on n'a pas forcément l'équivalent, mais au minimum, on replante et c'est ce que nous avons fait tout au long de l'année 2023. Je remercie le Lions Club qui nous a aussi aidé à replanter des arbres. Et je fais un petit clin d'œil à mon ami David Cornet, qui est très souvent là à la commission de l'arbre et que je salue fortement. Et le dernier pilier de cette belle charte de l'arbre, c'est la sensibilisation et la communication, c'est-à-dire que évidemment il y aura un travail auprès des usagers qui avaient l'habitude au gré des demandes qu'on élague plus que ce qu'il ne fallait, parce que l'arbre donne des feuilles l'hiver, il faut les ramasser évidemment, et dorénavant, grâce à cette charte de l'arbre, c'est l'arbre qui sera prioritaire envers les petits désagréments qu'il crée, mais il nous apporte tellement de bonheur que nous devons les protéger. En somme, cette belle charte de l'arbre, je vais vous demander, via, bien sûr, monsieur le maire, d'approuver la charte de l'arbre urbaine et ses grands principes, d'approuver les propositions d'action à mettre en œuvre, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à effectuer la mise à jour nécessaire, évidemment, à l'évolution de la présente charte. Et comme nous sommes pas loin du 14 juillet, aux arbres citoyens. Bravo, bravo, bravo. Alors, c'est effectivement un sujet important. Une charte, comme une commission, ça ne vaut que parce qu'il y a derrière une volonté politique, effectivement, d'abord dans le cas de la commission, de soumettre à la commission un certain nombre de décisions, de choix, et puis ensuite, s'agissant d'une charte, eh bien de se dire qu'on va se donner des règles sur la façon dont on va gérer. Alors, inventorier, développer, protéger notre patrimoine arboré. Et donc, je peux vous assurer que cette volonté politique, effectivement, elle existe. Je crois qu'elle doit nous conduire aussi, et aussi en conseil municipal, je crois qu'il faut qu'on se prépare à ce qu'on en parle et on y travaille dans les mois et les années qui viennent, à faire évoluer des cadres de réflexion dans lesquels, aujourd'hui, la végétalisation n'a pas sa place. Je veux parler du cadre de protection du patrimoine. Dans un certain nombre de cas, il ne nous a pas été possible de prévoir une présence très importante d'arbres. Et dans les mois et les années qui viennent, dans les projets que nous allons porter, on va se heurter à nouveau à cette difficulté qui est qu'on protège aujourd'hui le patrimoine tel qu'il est depuis un certain nombre de décennies, sauf que le changement climatique nous amène à en fait devoir revoir complètement l'organisation de nos villes. Notre belle place Ducale, pour ne prendre qu'un seul exemple, qui peut dire aujourd'hui que nous n'aurions pas besoin dans quelques années qu'elle puisse être plantée de quelques arbres, qu'elle puisse être un tout petit peu arborée, végétalisée, quand on voit le four qu'elle devient à partir de 35, 38, 40 degrés, qui sont les températures, hélas, auxquelles on va être confronté. Donc il va falloir que cette protection du patrimoine et bien, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique arrive à se parler et qu'on ne soit pas aujourd'hui purement et simplement sur voilà, le patrimoine a toujours été tel qu'il est aujourd'hui et il n'est pas question que quoi que ce soit change dans les années et les décennies qui viennent. Donc on se prépare à des discussions, elles ne vont pas être simples, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais si on se donne comme objectif chaque fois qu'on refait une rue, c'est d'ailleurs un des éléments qu'on a mis il y a 2 ans dans le schéma des mobilités, de dire qu'on va faire des allées et des avenues plantées d'arbres. Eh bien, je crois que, y compris nos beaux espaces qui sont classés monuments historiques ou protégés au titre du patrimoine, devront aussi à l'avenir faire une place plus importante aux végétaux et notamment aux arbres. Donc,
On aura l'occasion de s'en reparler parce que ce sujet, je pense qu'il nous faut le porter aussi vis-à-vis des représentants de l'État dont la mission est la protection du patrimoine. S'il n'y a pas de questions... Si, Sylvain, pardon. Tout d'abord, les documents que tu évoquais tout à l'heure, Salah, je les ai ici. Je peux te les prêter, mais à condition que tu me les rendes. Préserver et protéger la place de l'Arbre sur notre territoire municipal est une nécessité vitale. Ça fait longtemps que la ville de Charleville s'intéresse à cette question. Ce qui serait intéressant, c'est de faire le point sur l'évolution de l'arbre sur le territoire communal, particulièrement sur les arbres remarquables. En 2022, nous avions voté l'autorisation à l'ONF de replanter 13 650 arbres. Où en sommes-nous? Comment fonctionne la commission locale que tu as évoquée tout à l'heure, la commission locale de l'arbre? Avec les travaux importants dont tu viens de faire état, Boris, les travaux importants actuellement, nous devons être vigilants sur le respect des arbres par les entreprises de travaux publics. En 1994, nous avions mis en place une journée de l'arbre. Ne serait-il pas opportun de reconduire cette initiative? Salah, je te laisse répondre. Et qui ne s'allume pas, voilà. Donc comment elle fonctionne, cette commission? Elle est composée de 20 membres. On se réunit environ 2 fois par tous les 2 mois, et en gros 6 fois par an. Et cette commission, elle est extrêmement importante parce que je voulais qu'elle soit, avec évidemment l'aval des collègues, on voulait que cette commission soit pluridisciplinaire et qui laisse la place aussi aux citoyens engagés, de façon à ce que lorsque on doit abattre un arbre, et évidemment que ça peut arriver du fait qu'il soit malade, qu'il soit mal placé ou qui peut amener un danger, aussitôt, il y a une photo qui est prise et on demande l'avis à la commission pour que on puisse agir. Alors, quand c'est urgent, évidemment, on fait qu'une note d'information. On ne va pas attendre qu'il crée un accident. Mais globalement, lorsqu'on a un doute sur un arbre, la commission se réunit, se déplace sur place et donne un avis qui est complémentaire à celui des services. Et je vous assure qu'on arrive vraiment à travailler de manière sereine, de façon à ce que chaque arbre soit discuté, et grâce à cette commission, on arrive à parfois convaincre des usagers qui souhaiteraient qu'on abatte un arbre parce qu'on est à moins de 2 mètres d'une propriété. Mais quand on explique que cet arbre-là, dans peu de temps, va permettre, notamment ce que vient de dire Monsieur le maire, de faire des îlots de fraîcheur, évidemment qu'on arrive à sauver des arbres. Donc cette commission-là, évidemment, elle est pluridisciplinaire avec l'ONF, des spécialistes, et tout le monde donne son avis pour pouvoir discuter de l'arbre en ville. Concernant votre deuxième demande sur évidemment, je vous remercie. Je savais que vous aviez ces documents-là, et on est preneur pour pouvoir faire le complément avec les éléments que nous avons déjà. Il y a à peu près 400 arbres remarquables en ville, certainement plus si on doit y travailler, et toutes les informations que vous allez pouvoir nous donner vont être nécessaires pour pouvoir vraiment avoir un état des lieux de notre patrimoine arboré, notamment à Charleville-Mézières. Alors, je pense qu'il y avait une question auquel je n'ai pas répondu. La journée de l'arbre. Alors, chaque année, vous aurez une invitation, puisque on va travailler pour chaque année pour pouvoir avoir une journée de l'arbre, notamment on a appelé ça nous le forum de l'arbre. Il a déjà eu lieu l'année dernière, puisque il s'est fait en partenariat avec la Maïf au cinéma Métropolis, pour pouvoir justement discuter des arbres. Et cette année, nous allons renouveler cette expérience, puisqu'elle aura lieu
en octobre avec l'école de Saint-Laurent pour pouvoir faire un forum avec un débat sur l'arbre. Et évidemment, vous recevrez incessamment sous peu des invitations pour pouvoir y participer. Et c'est un peu notre journée de l'arbre, puisque tout est centré sur le développement et le patrimoine arboré à Charleville-Mézières. Bien, merci Salin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Céline Renette. Oui, merci. Je voulais savoir, dans le cadre des arbres qui sont mis dans des bacs, des fois qu'on déplace, est-ce qu'ils rentrent aussi dans la charte de l'arbre urbain ou pas? Oui, bien sûr, ils y sont. Il n'y a pas de raison. Simplement, c'est plutôt des arbustes que des grands arbres. Non, mais c'était pour savoir. Voilà. Et bien souvent, jusqu'à présent, ça a été une modalité un peu intermédiaire qu'on a pu négocier avec les autorités en charge du patrimoine, de la protection du patrimoine. Mais c'est pas une bonne solution. On le voit, la place ici. Bon, il y a un petit rideau d'arbres qu'on a prévu qui est sur la séparation entre les deux voies devant le bâtiment communal. Sinon, sur le reste, outre qu'on a commencé par végétaliser la place avec des tuyas bonsaï à peu près grands comme ça et hauts comme ça. Donc effectivement, voilà, il fallait vraiment avoir le nez dessus pour les voir. Mais même maintenant qu'on est parti sur des essences plus locales et un peu plus imposantes, et les arbres en pot, ils ne peuvent pas développer leur système racinaire comme ils le font en pleine terre, et donc forcément, ils ont une croissance limitée. Enfin, ça reste des choses d'abord compliquées à installer, à désinstaller. Enfin, il y a une manutention lourde à faire, et puis ça végétalise pas vraiment. Et c'est pas ça qui, dans tous les cas, va nous donner la fraîcheur dont on a besoin, l'ombre. Donc il faut des concentrations d'arbres relativement importantes, et il faut vraiment qu'on y réfléchisse dès à présent. Moi, ce que je voudrais, c'est que on n'investisse plus aujourd'hui sans intégrer ces dimensions-là, parce que ça va aller très vite, la période dans laquelle on va regretter tout ça. La semaine dernière, à ma permanence, un restaurateur dont je tairai le nom est venu me demander de faire abattre les 2 marronniers qui se trouvaient à côté de sa terrasse, au motif que sa terrasse, qu'il payait aussi cher que les autres, du coup n'était pas au soleil. Bon, je l'ai naturellement, on n'avait encore pas adopté la charte de l'arbre, mais expliqué qu'il était juste hors de question qu'on abatte des arbres plus sont au moins centenaires, s'agissant de l'avenue dans laquelle ils sont plantés. On trouverait assez facilement, il n'y a pas tant de platanes que ça à Charleville-Mézières. Et surtout, je lui ai dit que dans quelques années, il viendrait nous voir pour leur mettre. en nous disant « mais cette rue est un four infernal, on cuit, il nous faut des pare-soleil ou de la clim ou je ne sais quoi en plein air pour permettre de tenir ». Donc, soyons intelligents. Évitons-nous des allées et venues, des dépenses inutiles. Et un arbre, malheureusement, ça ne tolère pas bien les allées et venues, parce que comme il faut plusieurs décennies pour le constituer et le faire vivre, une fois qu'on l'a coupé, c'est pour ça qu'on a une commission. C'est parce que coup de tronçonneuse, ça peut arriver vite, et malheureusement, c'est difficile à rattraper. Non, mais je parlais de ça, c'était justement pour essayer de combiner le respect du patrimoine avec essayer d'implanter un peu plus d'arbres. Donc, on évitait de casser, par exemple, la place de l'hôtel de ville pour mettre un arbre et avoir plus de fraîcheur. C'est pour ça. Donc, casser la place de l'hôtel de ville, avant de faire ça, il y a dans tous les aménagements qu'on va faire, chaque fois qu'on refait une rue, et c'est un message qu'il faut qu'on passe de manière transversale, chaque fois qu'on conçoit une rue, eh bien, il faut qu'on y pense au vélo, qu'on pense à l'accessibilité, qu'on pense à la végétalisation. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est un combat de tous les jours pour y parvenir. Hein. Non, mais c'est surtout parce que récemment, j'ai eu quelques personnes âgées qui m'ont parlé du problème de la chaleur qu'il y avait sur la place du Cal. Et en particulier, lors des cérémonies, c'est les messieurs des porte-drapeaux qui ont des difficultés aujourd'hui maintenant de rester longtemps. Ils sont à l'ombre du drapeau. Enfin, j'ai un petit peu ombragé, mais dans ce blague. Enfin, voilà. Donc, je me permets d'en parler, de savoir comment on pourrait
faire les choses au cours des cérémonies pour que ces messieurs âgés puissent supporter la chaleur devant les monuments historiques, voilà, monuments aux morts. Je reconnais bien là, ta sollicitude proverbiale à l'égard des participants aux manifestations, mais tout le monde, on va tous avoir besoin d'avoir des villes beaucoup plus vertes, beaucoup plus ombragées, beaucoup plus arborées pour résister aux épisodes de chaleur très, très nombreux et répétés qu'on va connaître. Ça là. Juste un petit complément. Hier, nous avons été audités par un cabinet externe de Commune Nature pendant 8 heures où ils ont regardé un peu sur le terrain et on a eu vraiment un retour positif sur nos arbres parce que toutes les villes ne sont pas dotées de 15 000 arbres. Et je tenais à remercier, je sais qu'ils nous écoutent, les services des espaces verts et notamment M. Forger et M. Pierre qui ont mené cette action auquel je les félicite. Merci. Sylvain Dalla-Rosa. Oui, simplement pour revenir sur les travaux publics. En son temps, quand j'avais cette responsabilité-là au conseil municipal, on a fait voter une motion qui prévoyait que chaque entreprise du bâtiment, travaux publics, signe une convention avec la collectivité locale pour éviter de détruire, parce qu'on avait constaté que quand il y avait des travaux importants qui étaient faits sur la voirie ou sur les trottoirs, les entreprises de travaux publics, ce n'est pas une pierre que je dans leur jardin que je lance, hein, mais les entreprises de travaux publics ne respectaient pas forcément les racines des arbres, et quand vous coupez la racine, il n'y a plus d'arbres. Donc, résultat, est-ce que c'est toujours, la convention existe toujours? Et deuxième chose, est-ce qu'elle pourrait pas, puisque la présidente de la commission d'appel d'offres est là, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer cette dimension dans les offres qu'on fait sur les travaux publics? À mon sens, la préservation des lieux et du patrimoine comprend aussi les arbres. Et si les entreprises soit nous abîment du mobilier urbain, soit dégradent des arbres, bien on doit pouvoir se retourner contre elles. Donc il y a une forme de responsabilisation qui est mise là. On va pas supposer que s'il y a ce type de dommage qui intervient, c'est de manière involontaire. Et donc, bon, voilà, si malheureusement ça arrive, on les met à contribution pour rétablir, en l'occurrence, replanter peut-être, dans un certain nombre de cas, les arbres qui auraient pu être endommagés. Mais il faudra sur certaines avenues planter d'arbres quand on y interviendra. Ça va être le cas, par exemple, sur le Courbriand pour des éclairages publics. On les sensibilisera au préalable pour essayer d'éviter tout problème. Il y a même une grille tarifaire en fonction de On peut essayer d'adopter cette charte de l'arbre urbain. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, on n'a pas encore une journée de l'arbre, mais on a déjà eu presque un conseil municipal de l'arbre là aujourd'hui. On y a consacré un peu de temps, et c'est tant mieux. Alors, le rapport suivant, c'est Alain Barthélémy, ça concerne un sujet passionnant de superposition d'affectation. Oui, il va dans le même sens du rapport précédent, puisque là on a parlé d'ombre et d'oxygène qui sont fournis par les arbres. Maintenant, on va parler d'ombre et d'énergie renouvelable avec les ombrières. Plus sérieusement, le rapport numéro 12 concerne une convention de superposition d'affectation du parking public qui est attenant au centre aquatique Bernard Albin. Quand on fait face à la piscine, c'est le parking de 2320 m² qui se situe sur la droite. Voilà. Donc, dans le cadre de la rénovation énergétique du centre Bernard Albin, en 2023, Ardennes Métropole prévoit la mise en place d'ombrières équipées de panneaux photovoltaïques sur le parking attenant. Je vous rappelle qu'une ombrière, comme son nom l'indique, c'est une structure métallique recouverte de panneaux solaires et conçue pour fournir de l'ombre sur les aires où elles sont installées. On en a sur la place du Cal aujourd'hui, mais elles ne sont pas équipées de panneaux solaires. Ça viendra. Alors, ce transfert de compétences aurait dû donner, puisque aujourd'hui c'est de la compétence d'Ardennes Métropole, aurait dû donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieure et la nouvelle qui est compétente aujourd'hui. Et en précisant le périmètre du transfert, il se trouve que ça n'a pas été établi. Donc, conformément aux dispositions de l'article du Code général des collectivités, le transfert de compétences a entraîné de plein droit la mise à disposition vers l'agglo du centre aquatique.
le parc de stationnement, hein, je rappelle, donc c'est celui qui se situe à droite quand on fait face à la piscine, qui est située donc aux abords immédiats du centre aquatique. Il est utilisé aujourd'hui à la fois par les usagers de l'équipement et par les usagers du parc du Mont-Olympe, qui est, lui, propriété de la commune de Charleville. Ce qui interroge la place du parking dans le périmètre du transfert. En vue des travaux d'installation des ombrières, il est donc proposé d'officialiser cette situation via la mise en place d'une convention de superposition d'affectation, ce qui permettra à la fois de légitimer les interventions à destination du centre aquatique et à la fois de maintenir son usage de parking public, contrairement à une vente qui n'aurait plus justifié son utilisation par les usagers qui vont au parc du Mont-Olympe. En conséquence, ce soir, il est demandé à notre conseil municipal d'approuver la mise en place d'une convention de superposition d'affectation sur le parking du centre aquatique Bernard Albin. Je rappelle que pour Ardennes Métropole, ces travaux constituent un tout avec l'isolation du bâtiment. On a à la fois, ça va motiver malheureusement la fermeture, justifier la fermeture du centre Bernard Albin pendant quelques semaines pour que nous puissions reprendre l'isolation, réaliser à peu près 40% d'économie de baisse de consommation énergétique sur ce centre aquatique. Et puis, effectivement, on va y développer, et donc c'est ce qu'il s'agit d'autoriser ici, l'implantation d'ombrières photovoltaïques et donc la production d'énergie renouvelable. C'est, à mon avis, un premier rapport qui en sera suivi de beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, pour tenir, même en comptant sur le fait que nous fassions preuve de beaucoup de sobriété énergétique, pour tenir, être capable finalement que l'offre et la demande d'électricité notamment, mais pas seulement d'énergie dans les années qui viennent, soit pas de déséquilibre, qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme celle qu'on a failli vivre cet hiver où il y aura eu trop de demandes par rapport à la production. Eh bien, il va nous falloir développer massivement les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire qui, même dans les Ardennes, eh bien, donne d'excellents rendements. Donc, on aura prochainement l'occasion de se reparler de tous ces espaces publics dont on dispose et qui pourraient être équipés de panneaux solaires. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le rapport suivant, c'est l'adhésion au CEREMA. Alain. C'est le rapport numéro 13, effectivement, qui concerne l'adhésion au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Je rappelle que le CEREMA, c'est un établissement public, à la fois national et local, qui est placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il intervient auprès de l'État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de l'adaptation au changement climatique. Avant cette adhésion, je peux vous assurer qu'on a fait appel régulièrement et tout récemment, dans le cadre de la mise en place du schéma des mobilités et du schéma cyclable, au CEREMA. Aujourd'hui, on formalise leur demande de concours. Donc l'adhésion à ce CEREMA permet notamment de s'impliquer et de contribuer à renforcer l'expertise publique, disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise de cet organisme, de bénéficier d'un abattement de 5% sur leurs prestations, qui sont aujourd'hui payantes, et de rejoindre une communauté d'élus et d'experts, tout en disposant de prestations spécifiques. Donc la ville de Charleville est engagée sur un certain nombre de projets qui nécessitent un accompagnement, la reconstitution d'une trame verte et bleue, la rénovation des grands ouvrages d'art, la poursuite du déploiement de la ville à 30 km/h, en intégrant naturellement les mobilités douces, le déploiement des nouveaux plans de jalonnement routier, piétons et vélos, et l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement luminaire, le SDAL, et l'adaptation de l'espace public face au changement climatique. Il est donc proposé ce soir à notre conseil municipal de solliciter l'adhésion auprès du CEREMA pour une période initiale
courant jusqu'au 31 décembre de la 4e année pleine d'adhésion, puis renouvelable annuellement par tacite reconduction. Pour travailler avec eux depuis un certain temps, je peux vous dire que leur expertise est très appréciée par nos services. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport numéro 13. Oui, merci. Alors, effectivement, le CEREMA est un pourvoyeur important d'ingénierie, sur des projets. Et donc, quand on lance un projet, en général, on fait un appel d'offres pour choisir celui qui va nous accompagner. L'avantage que présente aujourd'hui notre adhésion au CEREMA, c'est de faire que nous pourrons considérer le CEREMA comme un prestataire in-house, c'est la fameuse doctrine communautaire, et donc on sera dispensé de les mettre en concurrence. Sinon, à chaque fois, il faudrait faire un appel d'offres, choisir le bureau d'études le mieux disant et lui attribuer le marché. Donc là, ça permet de travailler directement avec eux. Ça se combine assez bien avec d'autres interventions en ingénierie, et celle notamment d'une agence que je connais bien, que j'ai bien connue plus exactement, qui s'appelle l'ADEME, et qui nous aide cette fois-ci, elle, sur de l'ingénierie au long terme, l'ingénierie de politique publique, où là, cette fois, petite différence avec le CEREMA, c'est qu'on ne leur verse pas de l'argent, mais qu'ils nous en donnent pour embaucher des chargés de mission et mettre en œuvre, par exemple, une politique de collecte des déchets ou de développement des énergies renouvelables. Mais effectivement, c'est une très bonne chose d'être adhérent au CEREMA, nous permettre de faire appel à eux en quasi-régie quand nous en aurons le souhait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 14, ce sont des attributions de subventions. Alors, comme l'une et l'autre des adjointes sont indisponibles aujourd'hui, je vais sommairement assurer la présentation. On attribue, en fait, on avait gardé quelques réserves dans la répartition de nos fonds associatifs. Et donc, on attribue aux enfants du cinéma et au lycée Sévigné des sommes correspondant à leurs actions, à la fois pour le premier des aides à la place pour les élèves carolo-massériens, et dans le second cas, c'est l'échange scolaire avec la Marienschule de Deuskirchen qui va être aidée. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On les met aux voix. Ces aides, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 15, concerne le sujet des cimetières. Et Quentin Clara nous montre qu'il s'occupe vraiment de la tranquillité publique jusqu'au bout. Pas d'endroit plus paisible que les cimetières. Et donc, il va nous parler de modification de la régie de ces cimetières. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, ce rapport, cette modification des tarifs des différentes concessions fait suite au rapport que je vous avais présenté il y a quelques semaines maintenant, qui concernait un vaste plan de réforme de nos cimetières et de leur gestion. Je tiens à souligner d'ailleurs, dans le cadre de ce rapport et du travail qui est en train d'être effectué, qu'il y a eu un excellent travail de l'administration sur ce sujet des cimetières qui nécessitait une vraie refonte, et donc notamment en particulier Madame Blancard et Aurélie Bruyère qui ont fait un travail vraiment formidable. Donc dans le cadre de ce travail, on s'est aperçu que notamment que nous avions des tarifs particulièrement bas, et que très très bas, exactement. Fatia, qui est aussi accompagné ce processus, peut en témoigner. Et par conséquent, nous avons choisi de les rehausser, puisque il en résultait un afflux particulier dans notre commune, des gens qui venaient y mourir, notamment de la vallée de la Meuse, puisque, pour vous donner un exemple, la concession à 15 ans était à Charleville-Mézières à 52 €, elle est à 112 € à Revin, à 100 € à Nouzonville, 90 € à Sedan, 250 € pour 30 ans à Bonny-sur-Meuse, 300 € à Rethel. Donc voilà, on avait juste un tarif qui pouvait être jusqu'à 5 fois inférieur à toutes les communes inférieures limitrophes. Et donc, ça nous paraissait vraiment plus acceptable, puisque ça contribuait à rendre nos cimetières complètement saturés. Donc, nous avons aussi choisi de
faire payer donc l'accès, puisque nous allons rendre nos cimetières mieux sécurisés avec des barrières mobiles et motorisées, donc avec des badges d'accès, donc gratuits évidemment pour les PMR, et puis à 10 € pour une première demande pour ceux qui souhaiteraient y accéder pour aller visiter le cimetière et les différentes tombes. Nous avons également choisi dans le cadre de ça de rendre payant, puisqu'on a un nombre de demandes de duplicata de livret de famille qui devient absolument plus convenable, plus acceptable, et donc hors les conditions légales évidemment, où évidemment la gratuité s'impose. Dorénavant, en cas de perte de livret de famille et de demande de duplicata supplémentaires, il sera facturé à hauteur de 20 €. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Et puis, on a également un sujet dont je peux parler sur lequel on est très sollicité, c'est-à-dire la demande de réservation de son vivant de concession. Et c'est des demandes qui nous parviennent de plus en plus. Elles n'étaient pas encadrées dans le cadre de notre règlement du funéraire. Et donc, nous avons choisi, puisque quand on réserve une tombe à l'avance, en fait, on en dispose de façon beaucoup plus longtemps, évidemment, en fonction malheureusement de la date de sa mort. Et donc, il est proposé de mettre un tarif équivalent à 3 fois la concession, donc le nouveau prix de nos concessions de 30 ans. Voilà. Merci. Alors, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas que de tarifs de cimetière, parce que les livret de famille, c'est heureusement pour des événements qui se situent un peu avant l'entrée au cimetière. Et ça concerne effectivement pas la première perte, ni même la seconde, mais la troisième. Et donc, bon, quand même, on peut quand même demander aussi de temps en temps à nos concitoyens de faire un tout petit peu attention aux documents officiels qu'on leur remet. Perdre une fois son livret de famille, c'est pas de chance. Et 2 fois, d'accord, 3, voilà quoi. Bon. Allez. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Oui, Sylvain Dalarosa. Oui, une simple question. J'avais en tête, mais c'était ça probablement une idée fausse, qu'il y avait moins en moins de décès qui étaient enterrés dans les cimetières et qu'il y avait de plus en plus d'incinération. J'ai pas la répartition là, mais effectivement, c'est un vrai constat. Il y a moins de concessions et plus d'incinération, d'où le fait aussi qu'on a révisé le tarif des columbariums. Et donc, effectivement, on en a de plus en plus, mais on a pas mal de place dans nos columbariums, donc on est capable d'accueillir du monde. Alors après, on peut, si on réfléchit au cadre écologique de tous ces moments de la vie, on peut se poser la question de savoir si c'est bien d'utiliser de l'énergie pour ça, quoi. Mais bon, ça, après, chacun est libre de choisir. Des endroits, ils l'ont relié à la piscine municipale. C'est un vaste débat. Mais finalement, le retour à la Terre... Bref. Chacun est bien sûr libre d'avoir ses idées sur ce choix qui est un choix grave et extrêmement important pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut mettre aux voix? Oui. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, il concerne... alors, c'est un rapport qui ne nous concerne pas directement. Puisque nous appartenons avec Sedan à une opération Action Cœur de Ville, que cette opération Action Cœur de Ville nous a conduit à adopter une convention opération de revitalisation du territoire, dont hormis un point qui concerne la protection possible de notre ville contre des opérations commerciales de plus de 1000 m². J'ai toujours eu un petit peu de mal à voir quelles étaient les retombées concrètes, mais là, en l'occurrence, on modifie le périmètre initial de cette convention d'ORT pour y faire entrer des communes voisines et amies, en l'occurrence celle de Nozonville et de Vrigne-aux-Bois. Et donc c'est plutôt pour que Vrigne-aux-Bois et Nozonville, qui sont EL petites villes de demain, puissent entrer dans cette convention ORT que nous délibérons ce soir. Ça ne suscite pas de questions, ni d'opposition, ni d'abstention. Eh bien, merci pour Nozonville et Vrigne-aux-Bois.
Le rapport suivant, c'est le rapport social unique 2021. Alors, comme il est unique, il est assez long. Et on va demander à notre adjoint en charge du personnel, Arnaud Vuattelet, de nous en faire une présentation synthétique. C'était pas prévu, on sait tout, je m'adaptais. Alors, sur effectivement, le rapport social unique, en quoi il consiste? En fait, c'est un rapport qui porte sur l'état de la collectivité, également sur la situation comparée entre les hommes et les femmes, et puis également sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, vous avez... donc je vais pas faire une lecture, hein, comme le disait Maire, il y a 25 pages de statistiques. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que les éléments statistiques qui sont fournis dans ce document, déjà, ça nous permet de nous comparer, puisque c'est une obligation. Alors maintenant, désormais, il y a un cadre légal ou qui entoure, avec un certain nombre d'éléments que les collectivités doivent fournir. C'est remonté au niveau national et ça permet, après, des comparaisons entre collectivités. Ça permet surtout aussi pour notre collectivité d'avoir toute une série de données RH sur le nombre d'agents, leur statut, le temps de travail, la pyramide des âges, et puis également établir les fameuses lignes directrices de gestion qui, normalement, sortiront, je l'espère, en 2023 pour notre collectivité. Et puis, comme je le disais à l'instant, ça permet également de se comparer avec des collectivités de taille équivalente, et puis aussi mettre en place des actions spécifiques. On a, je pense, à la GPEC et au plan de formation. Comme je l'indiquais, les données sociales maintenant sont rassemblées et sont utilisées sur un seul portail. Donc, la collectivité, là, c'est la DRH donc, de communautaire, puisque c'est notre service commun qui s'en charge, qui rentre nos données, et ça permet d'avoir, c'est pour ça que vous avez quelque chose d'extrêmement formaté en termes de rapport. Vous verrez donc, ce fameux rapport contient des données sur la collectivité, des données sur les risques psychosociaux, et puis des données également sur la santé et la sécurité et les conditions de travail au sein de notre collectivité. Donc c'est un rapport sur lequel il s'agit de prendre acte et il n'y a pas d'obligation de recueil de vote. Voilà, Monsieur le maire, ce que je souhaitais dire sur ce rapport social unique. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce rapport? Non, c'est une présentation, un point d'information, donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote à réaliser. Donc on passe au rapport 18, et c'est Arnaud Vuattelet toujours. Effectivement, donc le rapport 18, c'est une soirée spéciale funéraire, puisqu'on est encore dans le funéraire, puisque là il s'agit de créer une mission funéraire, ce qu'on n'avait pas auparavant, puisque... Comment ? Enfin, avant, on avait c'était géré par deux services. On avait le service citoyenneté et le service espace vert. Donc, on avait le service citoyenneté qui assurait l'enregistrement des décès, des transcriptions, etc. Et on avait le service espace vert qui assurait l'entretien, l'ouverture et la fermeture des cimetières, le bon déroulement des inhumations et des exhumations. Donc, en fait, là, ce qui vous est proposé ce soir, afin d'apporter un peu plus de cohérence, c'est de créer une seule entité qui s'appelle désormais mission funéraire. Et cette mission funéraire sera portée par la direction de la citoyenneté et de la sécurité. Donc, ce qui vous est proposé, c'est cette fameuse fusion. Et puis, comme à chaque fois qu'on crée un nouveau service, il convient de créer deux postes. Donc, un conservateur des cimetières technicien territorial et deux postes d'adjoint technique et ou agent de maîtrise. Donc, vous avez à la fois les descriptions des missions, et puis également vous avez le règlement du temps de travail de cette mission, puisqu'à chaque fois qu'on crée un nouveau service, bien entendu il faut un règlement du temps de travail et également vous présenter les différentes missions qui sont dévolues aux agents qui sont positionnés sur ce service. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le maire, sur ce rapport. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet complémentaire de vous l'avez compris, du souhait qu'exposait tout à l'heure Quentin Clarin, que nous réinvestissions cette question de la gestion des questions funéraires, des affaires funéraires. Et pas de questions, ni d'opposition, ni d'abstention. Je vous remercie. Le rapport 19.
Rapport 19, donc là, on vous sollicite ce soir pour une autorisation de dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires, puisque réglementairement, les agents n'ont pas la possibilité d'aller au-delà de 25 heures supplémentaires, mais on le sait, dans les prochains mois, il va s'organiser sur notre territoire le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Donc on a, dans certains cas, des agents qui vont aller bien au-delà des 25 heures. Donc ce qui vous est demandé, c'est de nous donner la possibilité d'aller au-delà de 25 heures, mais dans la limite de 40 heures supplémentaires par mois. Donc c'est ce qui vous est proposé dans ce rapport. Et j'en ai fini là, monsieur le maire. Merci. Eh bien, mettre aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Le rapport 20. C'est Arnaud Vuellet, toujours. Je peux peut-être continuer. Voilà. Rapport 20. Donc on a, là aussi, on est dans les réorganisations de services, puisque je ne sais pas si vous avez mémoire, mais l'année dernière, nous avons passé une première phase d'adaptation du service des espaces verts, et là on se retrouve dans la deuxième phase. La deuxième phase porte sur deux choses: l'amélioration de la gestion des équipes et des conditions de travail des agents, plus un travail en transversalité, et puis l'amélioration de la gestion des espaces avec la mise en place d'un plan de gestion différencié. Donc vous retrouvez dans le rapport ces différents objectifs qui sont déclinés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement, on a besoin d'une gestion différenciée, puisque en fonction des espaces verts, qu'ils soient horticoles, d'agréments champêtres ou naturels, on a besoin d'avoir soit des agents plus ou moins présents ou des temps dévolus à leur entretien. Donc vous avez un exemple qui vous est donné dans les pages suivantes, c'est le parc Pierre-Quint, et vous avez ensuite vous avez un petit tableau qui vous explique en quoi consiste ce qu'on appelle une gestion différenciée. Et puis qui dit gestion différenciée, bien entendu, dit optimisation des équipes, et donc on a une sectorisation des équipes qui vous est des équipes, c'est-à-dire des agents des espaces verts qui sont dévolus à l'entretien de ces espaces verts. On a une sectorisation des équipes qui suit, bien entendu, la gestion différenciée. Donc vous avez, et là je vous ferai grâce de la lecture complète, et vous avez par la suite l'organisation de chacune de ces équipes qui vous permet de vous donner un petit peu un point de vue un peu sur l'organisation et le nombre d'agents qui sont nécessaires à l'entretien de nos espaces verts sur notre commune. L'objectif aussi, c'est d'améliorer la transversalité au sein des GEP, puisqu'on a un service propreté urbaine et un service espace vert. Ça serait bien qu'ils puissent là aussi travailler ensemble et échanger un certain nombre d'informations. C'est ce qui vous est également proposé dans ce rapport. Et puis aussi, on a, à partir du moment où on fait évoluer les équipes, on sectorise, on essaye d'apporter une plus-value à notre territoire, on a besoin aussi de former nos agents, de les accompagner. Et puis aussi, ce qui est important, c'est former l'encadrement, puisque un encadrement bien formé, c'est un encadrement qui sait mesurer, utiliser au mieux les ressources qui lui sont confiées, les ressources humaines qui lui sont confiées. Donc là aussi, on vous propose un accompagnement en termes de formation des agents et du management. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce rapport, cette nouvelle organisation, cette deuxième organisation, cette phase 2 du service des espaces verts. Comme à chaque fois, vous retrouvez le règlement du temps de travail et puis les fiches de poste qui sont dédiées et également la répartition des équipes. Voilà, monsieur le maire. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 21, Arnaud, à nouveau. Rapport numéro 21. Donc on a comme on s'y était engagé lors du passage aux 1607 heures, on avait prévu de revoir le système des astreintes. Et ce qui vous est présenté ce soir, c'est le résultat de ce travail. On a mis à peu près un petit peu moins d'un an pour travailler, parce que c'est un dossier qui est excessivement complexe et extrêmement important pour la collectivité, puisque nous ne l'oublions pas, même si les services ferment plutôt en fin de journée, on a besoin quand même de tous nos agents, enfin une partie de nos agents, lors de moments particuliers où il peut se passer des choses extrêmement importantes et graves sur notre commune. Donc, c'est ce qu'on appelle une astreinte. Donc ce qui vous est proposé dans ce rapport, c'est un certain nombre de modifications par rapport au dossier original, c'est-à-dire on va mettre en place un planning trimestriel,
Les astreintes auront lieu du lundi au lundi. Les astreintes de décision de niveau 1 et de niveau 2 sont fusionnées en une seule astreinte. On a également opté pour une astreinte de ce qu'on appelle une coordination technique. On va appliquer désormais, ce qui n'était pas fait dans tous les services, les obligations légales en matière de récupération et en matière de temps de travail, à partir du moment où vous êtes en astreinte et que vous êtes intervenu sur le terrain. Et ce qu'on a fait aussi, ce qui a demandé là vraiment un travail un peu plus fin, c'est qu'on a par direction, par service, désigné et fixé le nombre d'emplois qu'on avait besoin pour organiser ces astreintes, qui jusqu'à maintenant n'apparaissaient pas et on n'avait pas une mesure exacte des agents qu'on avait besoin sur le terrain. Donc désormais c'est fixé, ça figure dans le rapport et on sait le nombre d'agents et les cadres d'emploi qu'on aura à mobiliser pour intervenir, qu'il s'agit de viabilité hivernale, entretien et maintenance des bâtiments, intervenir sur le domaine public, la gestion des équipements. Bref, on a précisé un certain nombre de choses qui étaient extrêmement importantes pour le bon fonctionnement et le bon déroulement de notre collectivité. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce rapport, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 22 concerne l'annexe 3A, tableau récapitulatif des suggestions particulières liées à l'exercice des métiers dans la filière technique. Arnaud, de quoi s'agit-il? Tout est dans le rapport. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est que régulièrement, on met à jour, en fonction du fonctionnement de la collectivité, on met à jour un certain nombre de suggestions particulières. On a le régime indemnitaire au sein de notre collectivité. La rémunération d'un fonctionnaire repose sur deux choses, son traitement indiciaire et son régime indemnitaire. À cela s'ajoute ce qu'on appelle des suggestions particulières en fonction des métiers qu'ils exercent. Et par exemple, on a ce soir trois suggestions particulières qui sont sensiblement améliorées pour les agents en matière financière. Elles portent notamment sur, puisqu'on a un parc animalier, sur l'indemnité spéciale de risque pour soins aux animaux. On a également quelque chose de particulier aussi pour les agents qui sont amenés à conduire des véhicules nécessitant l'obtention d'un CACES. Et puis également le travail en hauteur de nos élagueurs grimpeurs au sein des services des espaces verts. Et donc on met à jour régulièrement ce tableau des suggestions particulières. Et vous avez par suite dans le rapport l'intégralité des suggestions particulières et des montants qui figurent pour chaque suggestion, et notamment pour ces trois suggestions que je viens de vous citer dans le rapport. Voilà, monsieur le maire. Merci. Oui, je t'en prie. Oui, merci monsieur le maire. Merci Arnaud pour ces précisions. Effectivement, c'est des dossiers qui passent assez vite, mais je trouve que c'est extrêmement important pour nos agents, puisque nos agents qui ont des particularités, notamment qui prennent un peu plus de risques, notamment les élagueurs, ceux qui sont au parc animalier, qui rentrent dans les enclos pour nourrir les animaux, étaient au même régime indemnitaire que d'autres. Et ce dossier permet de rééquilibrer et de récompenser ceux qui ont un peu plus de compétences. Donc je voulais vraiment remercier Arnaud sur ce travail. Merci. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On termine par le classique des classiques. Le tableau des effectifs. On termine pour la séquence d'Arnaud, puisque il y a ensuite une présentation d'un rapport supplémentaire que je vous exposerai, mais avec l'aide de Quentin Clarin. Tableau des effectifs pour l'instant. Merci. Donc effectivement, le classico, un peu nouvelle formule, parce que si vous attardez un peu sur les précédents rapports, vous verrez que la présentation est un peu différente. Mais bon, ça c'est pour les fans. Donc on a ce soir, à la direction d'aménagement de l'architecture et des bâtiments, services, travaux, études et réalisations, il vous est proposé de créer un poste d'agent de maîtrise territoriaux, cadre d'emploi, donc agent de maîtrise principal. Au pôle culture, service des musées et des archives municipales, il vous est proposé de créer 3 emplois d'adjoints d'animation du patrimoine.
Au pôle culture, services, actions culturelles et relations internationales, il vous est proposé de créer un poste d'agent de maîtrise, cadre d'emploi agent de maîtrise principal. Au pôle politique publique, direction de la citoyenneté et de la sécurité, il vous est proposé là de supprimer le poste de directrice et de directeur adjoint. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur le maire, sur vous voyez, dans la foulée, sur cette adaptation du tableau des effectifs. Voilà. Enfin, il est un peu quand même le directeur de la mairie. Un petit peu, oui. Bien. Tous fatigués, je crois, ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette opération d'adaptation du tableau des effectifs? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 24, celui qui figure là, il vous a été adressé avec effectivement un tout petit peu de retard et il concernait une opération urgente puisqu'il s'agit de l'installation pas pour cet été, mais pour l'été prochain, d'un nouvel exploitant sur ce site magnifique qui est celui de l'île du Vieux-Moulin, l'auberge verte, sa terrasse et les bords de Meuse. Et donc, pour ne pas perdre trop de temps et en laisser surtout aux porteurs de projets qui voudraient s'installer là-bas pour l'été 2024, eh bien, nous souhaitions lancer un appel à manifestation d'intérêt. Je vais laisser Quentin nous en parler. Oui. Merci. Donc, il s'agit du coup de faire accepter donc l'appel à manifestation d'intérêt sur l'île du Vieux-Moulin, qui est effectivement un site assez exceptionnel. On a un peu changé notre méthode et je crois que ça pourra porter ses fruits puisque la modification du calendrier, c'est-à-dire on le relance pour l'attribuer en tout début d'automne, ce qui permettra aux potentiels candidats de pouvoir préparer correctement en termes de travaux l'aménagement de l'auberge et des berges de l'île du Vieux-Moulin et de pouvoir être prêt pour le printemps 2024. Par ailleurs, pour susciter, on va dire, l'attrait de cette île du Vieux-Moulin, dont on est convaincu qu'elle a un attrait touristique important pour notre ville de par sa configuration, sa proximité avec la place du Cal, etc., nous avons choisi de lancer l'occupation de cet endroit pour cet été jusqu'au Festival des Marionnettes, puisqu'on aura une troupe qui va occuper l'île du Vieux-Moulin et qui sera parfaitement complémentaire de l'occupation. On avait deux personnes intéressées. Finalement, un seul a répondu et donc cette occupation a été attribuée la semaine dernière. Et c'est celui qui tient le Banana Joe, donc Monsieur Collet, qui occupe. Et je pense qu'on n'a pas complètement eu tort d'opérer ainsi, puisque le lancement de la Cabane à Joe, qui aura lieu le soir du 14 juillet, donc après-demain, suscite déjà l'intérêt sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées par l'événement, et ça permet donc du coup de susciter l'attrait de cette île du Vieux-Moulin en privilégiant évidemment, et c'est ce qui figure dans l'appel, les produits locaux, la mise en avant de nos produits locaux, la pertinence évidemment esthétique, puisque l'auberge est située derrière le musée Rimbaud. Et c'est toute cette occupation durant cet été et jusqu'au Festival des Marionnettes qui permettra, je pense, de susciter des candidatures de l'occupant actuel ou d'un autre occupant et qui aura 1 an pour faire les travaux et en faire un lieu, je pense, réussi de l'attractivité de notre ville. Voilà, donc il vous est demandé d'autoriser l'engagement de l'appel à manifestation d'intérêt, de désigner un élu représentant les groupes minoritaires du conseil municipal pour la commission qui sera chargée d'étudier les propositions des candidats et d'autoriser le maire à engager une procédure de sélection du candidat et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et Sylvain. Voilà. Pour confirmer que le site est attractif, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer aux apéros ardennais qui se tenaient sur le site un peu plus loin. Il y avait une foule considérable, sans communication autre que les réseaux sociaux. Et donc, on constate là qu'effectivement, la population ardennaise ou carolo-massarienne est très attirée par des initiatives de musique, des initiatives de théâtre, etc. sur ce site-là.
Par contre, en revanche, j'ai un peu de mal à suivre l'évolution du dossier qui nous est présenté ce soir. Le 17 décembre dernier, à l'occasion d'un conseil municipal, nous avons voté l'appel à manifestation d'intérêt. Le 15 mars 2022 s'est tenue une réunion, en fait c'est un jury, pour examiner les dossiers présentés. Aujourd'hui, la presse nous apprend qu'un investisseur a vu son dossier accepté. Alors que j'avais participé au jury, c'est marqué dans la presse, je suis désolé. Il faut faire un Il y aurait démenti. beaucoup à dire sur ce qui est là, se trouve parfois dans la presse. Il faut faire un démenti dans ce cas-là. Oui, Le oui. X, c'est qu'il faisait On essaie pas- de le faire aussi, mais il faut. Le X, c'est faut qu'il ne repris. faisait pas partie, celui qui est en place dans la presse d'aujourd'hui, ne faisait pas partie des dossiers examinés le 15 mars. Certes, à cette date, aucun projet n'avait été retenu, mais pas que nous sommes en train de débattre entre nous au conseil municipal. Et un investisseur que je viens de citer Monsieur Quentin. De la Rosa, honnêtement, enfin pardon, mais je pense que j'ai répondu en fait à votre question avant que vous la posiez. Donc je veux bien y répondre une nouvelle fois. Oui. Donc en fait, on a modifié effectivement, la première appel à manifestation d'intérêt, on n'a pas retenu de candidat puisque vous étiez présent et donc aucun candidat n'a été retenu. Quand on fait pas tout à fait correctement les choses, on apprend, et donc on a relancé en faisant un peu différemment, en améliorant le calendrier, c'est ce que je viens d'expliquer, et en plus, on a, pour susciter l'intérêt de beaucoup de candidats, je pense, on a choisi d'attribuer pendant une très courte période, c'est-à-dire cet été, de façon provisoire et sans aménagement significatif sur les bâtiments, etc. Vous pourrez vous y rendre après-demain, vous verrez qu'il occupe les berges et le toit comme le faisait avant l'auberge verte, etc. Mais que l'occupation du bâtiment en elle-même est très, très limitée. Et donc, cette occupation, durant tout l'été jusqu'au Festival mondial des théâtres de marionnettes, permettra, je le pense, et nous le pensons, de susciter de nombreux candidats pour cet appel à manifestation d'intérêt dont nous aurons effectivement un nouveau jury qui permettra de l'attribuer pour le printemps 2024. Oui. Donc il faut que le conseil municipal, enfin la majorité municipale, produise un article ou une conférence de presse pour dire que ce qui est dans l'Ardennais aujourd'hui n'est pas justifié et n'est pas réaliste. On pourra évidemment le faire, il n'y a aucun souci, mais je ne crois pas dans le journal d'aujourd'hui que M. Collet dise qu'il occupera l'île du Vieux-Moulin après le Festival de Marinettes. Je crois même que c'est écrit noir sur blanc qu'il l'occupera jusqu'au 1er octobre ou 15 octobre. Bien. En tout état de cause, et pour assurer un suivi dans la connaissance de ce dossier, est-ce que, Sylvain, tu accepterais d'être le représentant des groupes minoritaires au sein du jury qui se tiendra? Très bien. Eh bien, merci. Très bien. Bah, si. On peut mettre aux voix cet appel à manifestation d'intérêt? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On en arrive donc au dernier point de l'ordre du jour, qui est donc l'examen d'un vœu qu'on a déjà soumis au Conseil communautaire d'Ardennes Métropole, mais qui, parce qu'il touche un sujet extrêmement important, eh bien, nous est proposé également ce soir, ici au Conseil municipal de Charleville-Mézières. Je laisse Guillaume Maréchal nous le présenter brièvement. Merci Monsieur le maire. Effectivement, un vœu, alors je ne vais pas reprendre la lecture, je vais juste expliquer la raison de ce vœu d'avoir un DTS imagerie médicale sur le territoire. Vous savez que, alors ce n'est pas, l'imagerie médicale et la radiologie n'est pas le seul secteur malheureusement en médecine et en santé qui est touché aujourd'hui par les déserts médicaux et par l'absence de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, les chiffres sur le seul CHINA, le seul centre hospitalier Nord-Ardennes, sont assez éloquents. En 2019, parce qu'en 49, on serait revenu très très loin, mais en 2019, il y avait 49 manipulateurs. En la fin 2023, ils ne seront plus que 36. Il y a donc une baisse assez importante, et ces chiffres peuvent également, on les retrouve également dans le privé, jusqu'au point qu'aujourd'hui, on se pose la question de fermer à certains moments des centres de radiologie, d'imagerie médicale, faute de manipulateurs radio. Monsieur Talek, le directeur de l'hôpital, nous
nous a donc sollicité il y a maintenant quelques mois pour pousser un dossier de création d'un DTS. Alors le DTS, c'est au final les mêmes programmes et les mêmes niveaux qu'un diplôme d'État. Le DTS se fait pour le coup dans les lycées. Ça serait le lycée Sévigné qui serait aujourd'hui fléché pour accueillir ce futur diplôme, tout en sachant, on a pris contact avec l'académie, que demain, si dans le cadre du futur pôle santé que nous souhaitons mettre en place sur le campus, avec de nouvelles formations, on y reviendra très certainement dans les mois à venir, il y aurait la possibilité que ces enseignements aient lieu sur le campus directement et donc puissent profiter de plateaux techniques avec les autres formations qui auraient lieu sur le campus. Et donc on aurait vraiment un très beau plateau de formation, que ce DTS aurait une équivalence en Belgique, donc il nous permettrait aujourd'hui de pouvoir toucher tout ce sud belge qui n'est pas pourvu, et ce serait le seul DTS de l'Académie de Reims, donc il y aurait aussi une possibilité de pouvoir faire venir d'autres étudiants et d'autres lycéens sur le territoire de Charleville, d'autant qu'aujourd'hui il y existe un institut de manipulateurs radio à Reims, mais qui ne joue plus son rôle de vivier pour toute la région, puisqu'il n'arrive même pas à couvrir lui-même les besoins qu'il y a sur le CHU de Reims et sur la zone de Reims. Donc il y a vraiment une alerte, un besoin pour ce DTS. Je tiens à signaler qu'aujourd'hui, puisque ce serait dans un lycée, le Conseil régional Grand Est soutient parfaitement le projet et qu'il y aurait le financement qui y aurait avec, et qu'on espère, l'objectif est une ouverture pour 2024, parce que les départs qui sont aujourd'hui fléchés sont surtout des départs à la retraite. Il n'y a pas forcément beaucoup de départs parce qu'il y a une fuite des manipulateurs radio, c'est vraiment des départs à la retraite, et donc il y a aujourd'hui un besoin urgent. Je rappelle et pour précision, que ce diplôme serait un équivalent du grade de licence avec donc un diplôme en 3 ans, donc ce serait une très bonne nouvelle à la fois pour le territoire, puisqu'on continue de se battre pour attirer des nouvelles formations et de nouveaux étudiants sur le territoire, mais surtout une très bonne nouvelle pour pouvoir répondre aux besoins aujourd'hui des spécialistes de la santé, et notamment dans la radiologie et l'imagerie médicale. Voilà, monsieur le maire. Merci Guillaume, et je voudrais simplement préciser que ce vœu qui est proposé ici, c'est pas une bouteille à la mer. Voter des vœux, ça n'a jamais fait tellement avancer le schmilblick, mais c'est effectivement cohérent avec les démarches qui sont entreprises, effectivement vis-à-vis de la région, vis-à-vis de l'Université de Reims et vis-à-vis de Madame la rectrice. Et pas plus tard qu'hier matin, nous avions réuni ces 3 composantes-là pour justement travailler sur ce sujet et sur d'autres formations en mairie de Charleville-Mézières, et bien sûr en présence de Guillaume Maréchal. Donc je crois que c'est un vœu à l'appui d'une stratégie de développement de l'enseignement supérieur et notamment de formation dans des domaines où il y a aujourd'hui un besoin absolument criant, comme celui de manipulateurs radio. Alors, les manipulateurs, eux, se multiplient, mais les manips radio se font rares. Bon. Voilà, paradoxe de notre époque. Guillaume. Je précise juste, pour continuer le petit fil rouge de ce conseil municipal, que le futur pôle santé serait très certainement accolé au cimetière. Et bordé de très nombreux arbres. Ça, je vous le garantis aussi. Allez, est-ce que ce vœu, sauf s'il y a des questions, des remarques, mais pour beaucoup vous ne le découvrez pas, est-ce qu'on peut le voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite à tous un bel été. Profitez-en bien.